Bonjour, j'ai le plaisir d'ouvrir ce colloque après les coprésidents du colloque avec une session qui concerne le patrimoine entendu en tant que patrimoine plutôt archéologique, matériel, immatériel. Tout ce qui relève de l'architecture étant bien entendu en dehors de nos champs de compétences. Alors je vous présente un petit peu la session très rapidement. Donc vous aurez 4 interventions réparties en 2 temps. Une première intervention de notre collègue et ami Shermous Ali, une deuxième intervention de notre collègue et ami Mohamed Edbiyat, puis une pause vers 11h. Nous essaierons de respecter les horaires qui nous sont indiqués. Ensuite, une intervention de ma part, puis de Monsieur Thierry Grandin. Voilà. Alors, nous allons commencer avec une intervention de Shermous Ali, que je vais vous présenter en quelques mots. Donc, Shermous Ali est un chercheur spécialisé dans l'archéologie du Proche-Orient ancien. Inutile de vous préciser, bien entendu, qu'il est syrien. Il a récemment soutenu sa thèse de doctorat à l'Université de Strasbourg, qui traite d'un domaine iconographique passionnant, ayant pour titre les représentations architecturales dans la glyptique du Proche-Orient ancien, et qu'il est actuellement en train de préparer pour publication. C'est un ancien fonctionnaire de la Direction générale des antiquités et des musées de Syrie, à Damas, et où il était intégré au service des fouilles et recherches que nous autres archéologues connaissons très bien. Il a participé à plusieurs missions archéologiques syriennes et étrangères, notamment à Tel Beïdar, à Ougarit, à Soura sur l'Euphrate et à la citadelle de Damas, comme à la grande mosquée des Omeyyades d'Alep, dont j'imagine qu'il va nous parler amplement. Actuellement, il travaille avec l'équipe de l'Association pour la protection de l'archéologie syrienne. Je dirais, bon, pas il travaille avec, il est l'âme de cette association, chargée de documenter les dommages subis par le patrimoine syrien depuis plus de 2 ans. Un travail de veille donc, dont il va vous exposer rapidement, malheureusement, quelques données. Un article sur les poteaux, la représentation des poteaux dans l'iconographie du Proche-Orient ancien des 4e et 3e millénaires est actuellement sous presse pour paraître dans la collection Soubartou, un passionnant sujet sur l'architecture et la représentation d'éléments d'architecture. Et un autre articulé intitulé Syrian Heritage Under Threat sera publié dans la revue Journal of Mediterranean Archaeology and Heritage Studies dans le volume 2 en novembre 2013. Et je lui donne la parole pour 15 minutes plus 5. Donc le territoire syrien est célèbre par son patrimoine historique et archéologique avec des vestiges du préhistoire à la fin de l'époque ottomane, des milliers de sites et monuments archéologiques dispersés dans les différentes régions du pays forment à eux tous un véritable musée à ciel ouvert. Celui-ci reflète les traces des populations, civilisations parmi les plus anciens au monde. À Paris est développé tous depuis 11 000 ans. On parle de la création des premiers villages sur l'Euphrate, par exemple. À l'heure actuelle, après 2 ans de conflits et de guerre, les vestiges archéologiques et culturels sont en grand danger. La situation des musées, des sites et des monuments comme châteaux, lieux de culte et citadelles de plus en plus préoccupantes. Certains d'entre eux ont subi des dégâts légers, d'autres des dommages plus importants et un grand nombre ont été détruits de façon catastrophique, même rayés de la carte. En effet, ceux-ci sont souvent proches des zones de combat, voire ont été des champs de bataille ou des cibles. Par conséquent, il importe de noter que les principales menaces sont identiques à celles que l'Irak a connues pendant l'embargo de 1993 à 2003, puis lors de l'invasion américaine en 2003. Les menaces et destructions que le patrimoine syrien subit, on peut les regrouper dans 5 catégories. Donc la première, c'est l'occupation des lieux stratégiques,
La seconde stratégique dominant les villes, les vieilles villes ou les centres urbains. La seconde est le manque de mesures de sécurité dans le cas de certains musées et sites archéologiques. Le troisième, les bombardements des quartiers historiques. Et la quatrième catégorie, avec un impact considérable, est le pillage des sites archéologiques et le trafic des objets archéologiques. Notons que face à ces menaces, les autorités archéologiques des organisations internationales et des pays limitrophes de la Syrie ont pris des mesures concrètes, notamment contre le trafic des objets archéologiques. D'autres précautions ont été prises et a été appliquées pour renforcer la sécurité de certains musées, mais cependant, devant les destructions massives engendrées par l'occupation des lieux, les bombardements et les fouilles clandestines, des mesures prises jusqu'à présent doivent absolument être renforcées par d'autres actions efficaces. Sans rentrer dans les détails, des dommages considérables subis par le patrimoine de chaque gouvernorat, comme Alep en France notamment, je tiendrai de mettre en lumière le cas de 6 sites archéologiques inscrits sur la liste du patrimoine en péril par l'UNESCO. Je citerai d'une part les dispositions de la Convention de La Haye en 1954 et de l'autre part celle de Paris en 1972 concernant la protection du patrimoine culturel et naturel mondial. Donc les sites concernés sont les vieilles villes de Damas, Bosra, Alep, le site de Palmyre, le Krag de Chevalier et Qalat Salah ad-Din, ainsi que les villes antiques du nord de la Syrie, le massif calcaire. Le cas de Damas. En ce qui concerne la vieille ville de Damas, inscrite sur la liste de patrimoine mondial depuis 1980, plusieurs maisons ont subi des destructions massives suite au bombardement par avion. Donc le fait du régime. D'après les photos et les vidéos postées par les coordinations locales d'activistes damasiennes, plusieurs maisons dans le quartier ottoman de Al-Midan, à Barzeh et dans la Routa ont été gravement endommagés. En outre, des checkpoints ont été installés au cœur de la vieille ville, comme à l'entrée de Bakshaki, ce qui la met en péril en cas d'effrontement armé. Le second site, inscrit par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial, est la vieille ville de Bosra. Celle-ci représente un exemple exceptionnel de continuité d'occupation avec sa porte nabatéenne, son théâtre, ses temples romains, ses églises byzantines et ainsi que ses mosquées au cœur de la vieille ville datant du premier temps de l'islam. Bosra est devenue un véritable champ de bataille entre rebelles de l'armée libre et l'armée de Bachar al-Assad, qui bombardent la ville de temps à l'autre avec des barils de TNT de 500 kg largués à partir des hélicoptères. Je vous laisse imaginer les dégâts et les destructions. Les images montrent des brigades de snipers du régime et des checkpoints installés dans plusieurs monuments, comme les tours ayyoubites qui datent du XIIe siècle. Des constructions récentes ont été bâties à proximité de certains monuments antiques et des fouilles clandestines ont été constatées dans la zone des cimetières. En ce qui concerne les dégâts subis à cause de bombardements, 8 bâtiments sont partiellement endommagés. Une partie des colonnes du temple romain appelé Calibé a été complètement détruite à cause d'un obus tiré par un char. Le palais byzantin, appelé également le palais Trajan, conservé sur 2 étages, a été partiellement détruit par ces mêmes tirs. Quant à la cathédrale Saint-Serge, qui date du IVe siècle, un obus a endommagé le toit de l'une de ses pièces.
À cela s'ajoutent plusieurs monuments de l'époque islamique, comme la mosquée Omar d'Omar qui date du 8e siècle, la mosquée de Mabraq al-Naqa, la mosquée de Fatima, ainsi la mosquée de Mabraq al-Naqa, la mosquée Fatima, la madrasat Abel Fida et le hammam al-Munjak qui date du 13e siècle, ainsi qu'un grand nombre de plusieurs maisons dont certains sont complètement détruits. On les voit ici. Le troisième site inscrit sur la liste du patrimoine mondial est la ville de Palmyra. Cette dernière est devenue une véritable base militaire de l'armée de régime qui a véritablement saccagé le site et n'a respecté aucune convention internationale sur le patrimoine. Le cas de Palmyre est très occupant. Une brigade de snipers est installée sur le toit du musée dans la ville, lequel a reçu un obus tiré par les rebelles. L'armée de régime a aussi tracé une route au bulldozer à partir d'un poste de sécurité, prend une tranche à travers la zone archéologique et des armements. Donc là, on voit cette trace ici, traverse jusqu'à là. Et le centre, ça se trouve ici. Ainsi, plusieurs armements lourds de chars, camions et autres ont été installés sur les collines qui dominent la vieille ville. Et à partir de ces endroits stratégiques, le régime tire donc des roquettes, comme on les voit ici par les images, donc, et plusieurs monuments ont été endommagés, comme le temple de Baal, par exemple, qui date de 32 après notre ère. Selon les informations provenant de Palmyre, les murs du temple ont subi des dégâts plus ou moins graves et 2 colonnes du portique du côté sud se sont effondrées. Photos et vidéos montrant que des pilleurs ont volé la maison d'hôte, des soldats ont creusé des tranchées et plusieurs secteurs comme le camp de Déclocian et la zone des cimetières ouest et est ont été victimes de destruction et des fouilles clandestines. Enfin, des trafics d'objets archéologiques provenant éventuellement de Palmyre ont été confisqués par les douanes libanaises et italiennes. Le 4e site inscrit sur la liste est le Krach de Chevalier, jusqu'à présent sous le contrôle de ASL. Ce monument, un parfait témoin de l'architecture militaire arabe et croisée en Orient du 11e, 13e siècle, a été bombardé plusieurs fois par des avions MiG et des chars. D'après les photos et les vidéos arrivées jusqu'à nous, certains endroits sont gravement endommagés et d'autres ont subi des destructions conséquentes. Quant à Alep, elle subit jusqu'à maintenant des destructions massives à cause de violents combats depuis des mois dans la vieille ville. L'entrée de la citadelle et la tour Mamelouk du côté nord ont été endommagées. L'état de cette citadelle est préoccupant car elle est actuellement occupée par des snipers de l'armée du régime, ce qui la soumet à un risque d'éventuelle attaque par des combats de ASL. Le vieux souk a été endommagé, a été incendié en septembre 2012 et cette souk, donc plus de 1200 échoppes ont été détruits par les flammes et d'autres ont été par la suite été victimes de bombardements et de combats entre les deux parties en présence. C'est non seulement un patrimoine médiéval unique qui est en cendres, mais le gagne-pain de dizaines de milliers de personnes. La grande mosquée où se trouve le tombeau du prophète Zacharia, qui a déjà subi d'importants dommages, est à nouveau prise pour cible. Les batailles qui s'y déroulent entre les ASL et l'armée d'Assad depuis la semaine dernière ont détruit notamment
certaines parties de l'aile nord et ouest. Le dernier site inscrit sur la liste du patrimoine mondial menacé par les combats est celui des villages antiques de Syrie du Nord. Il compte de 8 concentrations principales et regroupe environ 800 sites archéologiques romains et byzantins, dispersés dans les gouvernorats d'Alep et d'Idlib. Ces agglomérations, qui datent du 1er à 7e siècle, souvent en parfait état de conservation avant le conflit, ont subi des dégâts en raison de bombardements, de pillages et de réoccupation par les réfugiés ayant quitté leurs villages et villes, pilonnés par les avions et des chars. À l'heure actuelle, aucune solution politique pour le cas syrien n'est envisageable. Le régime syrien a décidé de combattre les rebelles, d'exterminer son opposition. Les bombardements par les deux forces continuent sans aucun respect pour les conventions internationales concernant la protection du patrimoine mondial et culturel. Pour résumer, nous signalons que les biens naturels ont été endommagés et parfois rayés de la carte. Par exemple, en raison de manque de gasoil et d'électricité pour cuisiner et se chauffer pendant l'hiver, les habitants de certaines régions comme Alep, Raqqa et Deir ez-Zor ont coupé des arbres dans les jardins publics, mais aussi les forêts au bord de l'Euphrate. D'autres forêts ont été bombardées et brûlées par le régime. Les bulldozers d'armée syrienne ont rasé, par exemple, les champs de figuiers à Mazé, et les oasis de Palmyre sont régulièrement bombardées. Quant au patrimoine archéologique, l'occupation des châteaux et fortifications continue car ils sont devenus des casernes militaires et ont repris le même rôle stratégique qu'au Moyen-Âge. Depuis le début des combats, l'UNESCO a plusieurs fois appelé les deux côtés de conflit à épargner le patrimoine culturel du pays. L'organisation a alerté la communauté internationale sur le risque des trafics d'objets culturels, mais la destruction massive par des bombardements aériens et terrestres continue à Homs, à Alep et dans les autres villes. De plus, le site de Palmyre, Atamé, Bosra sont repris en étage par l'armée syrienne qui ne prend aucune responsabilité et n'éloigne même pas les armées lourdes des zones archéologiques. Elle ne renforce aucunement la protection de ces sites contre les pillages. Les informations provenant d'un membre de notre équipe à Atamé montrent que des pilleurs fouillent clandestinement et pendant la journée le site archéologique sous les yeux des soldats de l'armée syrienne sans que ceux-ci n'interviennent pour les empêcher. On peut croire qu'ils sont même complices de ce trafic. Il faut également rappeler le cas de certains musées qui sont subis des bombardements, d'autres qui sont en danger en ce moment, notamment le musée de Dlep, le musée de Alep. Et en ce qui concerne l'opposition syrienne représentée par la coalition syrienne, jusqu'à présent, ils n'ont pris aucune mesure de la sécurité des deux musées qui sont sous le contrôle et aussi les sites archéologiques, notamment dans la vallée de l'Euphrate et dans la région d'Idlib. Donc, ces deux musées, le musée de Raqqa et le musée de Ma'aret an-Nu'man. En ce moment difficile, donc, il faut rappeler que la société civile intervient dans plusieurs zones, en particulier dans la vieille ville d'Alep, donc pour protéger ses biens culturels. Ces gens qui mettent leur vie en danger ont besoin de soutien immédiat, matériel de soutien, donc matériel, financement et formation. Alors, quelles mesures on peut prendre pour protéger le patrimoine syrien et éviter les catastrophes semblables à ce qui se passait en Irak? Les institutions internationales, ils ont, comme nous avons dit, aussi limitées que soi. Ils ont pris quelques moyens, mais surtout pour
pour les trafics et les trafics des objets, mais d'autres mesures ont peut-être prises en collaboration avec la coalition syrienne qui doit de sa part prendre le rôle d'intellecteur et de communiquer avec le comité local sur place. Les mesures qu'on peut aussi prendre au niveau international, c'est d'organiser un colloque international en collaboration avec des gouvernorats, des universités, des centres de recherche et autres, toutes les institutions intéressées dans l'objectif de la création d'un fonds pour la restauration des monuments archéologiques. Ce congrès formait des équipes dès maintenant qui travaillent sur la reconstruction. En effet, une fois que la machine de guerre s'arrête, les bulldozers commencent à déblayer les décombres des monuments endommagés pour construire des tours et des centres commerciaux, comme le cas de Beyrouth en 1991. Plusieurs mesures concrètes ont été prises par l'Interpol et l'UNESCO en collaboration avec les autorités syriennes et les autorités aux pays limitrophes. Mais ces mesures pourraient être renforcées par quelques précautions simples et efficaces, par exemple la création d'un site web dirigé par ces deux institutions et destiné à servir de base de données pour documenter toutes les destructions et pillages. Il est bien connu que les informations sur les destructions sont souvent partielles et que les rapports des autorités syriennes, comme l'avoue l'UNESCO elle-même, ne reflètent pas nécessairement la situation réelle dans son ensemble. Donc là, tout ce qui est en document, il complète la base de données, une partie, donc la DGAM qui le publie, et l'autre, c'est les activistes dont on fait partie. Merci. Merci, cher Moussa Ali, pour cet exposé rapide de tant de dommages et de destructions. Je crois que les organisateurs souhaitent nous laisser, après chaque intervention, un temps de parole, de discussion. Donc voilà, si vous avez des questions, nous pouvons commencer par vous écouter. Attends. Juste pour un détail, est-ce qu'on a des informations sur la... Bon, là, on parle beaucoup des villes, des musées, la situation en Djéziré, par exemple. Hein, c'est un espace énorme avec des milliers d'hôtels, des centaines, oui, même, je dirais plus d'un millier d'hôtels, de monticules archéologiques. Et est-ce qu'on a des informations également dans les zones qui sont sous contrôle du PYD? En fait, les zones à majorité kurde, je pense notamment à Afrin, avec deux sites qui sont quand même fondamentaux, qui sont la ville romaine de Cyrus, Nabiouri, d'une extension énorme, et Indara, qui a quand même ses reliefs uniques, hittites, exposés à ciel ouvert, quoi. Bon, pour la région de Djéziré, par exemple, à Saké, il y a 7 sites ont été pillés. Il y a Talmozan, donc, qui est devenu une base pour les rebelles de PKK. Il y a à Deir ez-Zor toute seule, donc nous avons plus de 35 sites et monuments qui ont été endommagés, pillés ou bombardés. Là, ce qu'on peut dire, c'est un nombre total. On n'a pas en fait, parce qu'il y a des centaines de sites, surtout tout au long, dans la vallée de l'Euphrate, dans la région d'Idlib, donc il y a des pillages. Les mesures qui sont prises par les institutions, et notamment l'UNESCO et autres, c'est toujours sont prises avec la DGAM, alors que ces régions en fait sont sous le contrôle de l'opposition. Et il n'y a pas une sorte de convention qui permet à ces institutions de collaborer avec les gens sur place. Et je pense qu'il devait faire quelque chose de collaborer, surtout notamment avec les comités locaux sur place, parce que on met des mesures, on décide, alors que les dégradations et les destructions sont ailleurs. Et elle insiste seulement sur le trafic d'objets archéologiques, alors qu'il y a les destructions, il y a la mesure de sécurité, il y a des musées, pardon, il y a les bombardements. Donc il y a plusieurs aspects. L'un est plus important que l'autre.
Merci. D'autres questions? Oui. Qui est le représentant de la Syrie actuellement à l'UNESCO? C'est normalement le gouvernement syrien est représenté par Madame Lamia Chakour et la Direction générale des antiquités et des musées. Sans commentaire. Oui. Bonjour, j'ai juste une question technique. Si la fin des hostilités intervient maintenant, à combien de temps estimez-vous qu'il faut pour recenser, avoir vraiment une base de données complète, avoir des données complètes sur tous les dégâts qui ont été subis par des sites ou musées ou autres? Vous voulez juste documenter ou la reconstruction? Non, documenter, juste pour savoir. Documenter, je pense, pour avoir donc, une liste complète, il nous faut au moins entre 8 mois et 10. Au moins des cas. Parce que nous avons des équipes en fait, par exemple sur place. D'un côté, donc la direction générale elle donne des rapports, mais pas très détaillés. De l'autre côté, la zone qui est sous le contrôle de l'opposition, il y a des équipes, mais il manque les moyens, donc transport, les matériels, formation pour qu'ils commencent à documenter chaque fois. Par exemple, à Ebla, avant, il y avait pardon, je vais vous montrer à Ebla, avant, il y avait donc des fouilles clandestines, mais récemment, une 12e visite sur place a montré en fait que Jabhat al-Nusra avait fait des tranchées, comme vous le voyez ici, par des bulldozers. Donc, il faut régulièrement en fait rendre visiter et voir comment ça se passe. D'autres questions? Oui. Bonjour, je rentre d'Alep il y a quelques semaines où j'avais vu notamment une initiative liée à la coalition, enfin au gouvernorat mis en place par la coalition, de préservation de manuscrits et de monuments et tout un travail aussi de répertorier beaucoup de pièces pour éviter qu'elles soient pillées ou qu'elles disparaissent plus tard. Est-ce que le même genre d'initiative existe ailleurs qu'à Alep, à votre connaissance ? C'est au niveau local, donc dans la région de sur l'Euphrate, il y avait quelques actions. Dans la région d'Idlib, notamment à Atamé, donc au moins les gens en fait, ils rassemblent toute la documentation notamment des mosaïques qui ont été pillées. Malheureusement, tout ce qu'il manque, c'est le soutien parce qu'il manque, on va dire, même pour documenter, ils ont même pas le prix d'essence pour se déplacer. La connexion d'Internet et les conditions de vie sont difficiles. Du coup, ça dépend le cas. Nous avons observé quelques cas, par exemple, à Daraa, la mosquée Omari, une fois que le Ménara a été bombardé, les gens ils ont décidé de laisser, comme dans le cas de la grande mosquée Omeyyade, tous les décombres et les pierres sur place pour que on puisse, une fois que la guerre soit terminée, de faire les restaurations. Voilà. D'autres questions? Oui. Bon, ça fait du bien de parler de reconstruction après 2 ans et demi de mauvaises nouvelles et d'apprendre toujours qu'il y a de la construction. C'est bien. Je voulais savoir si vous coopérez avec l'association Al-Hadiyat à Alep. Parce que c'est une association qui s'occupe de ce genre de... En ce moment, à l'Adiat, nous n'avons pas de contact, mais nous avons des contacts avec une association qui a fait plusieurs projets qu'on les voit ici, donc former des archéologues et des activistes. Et c'est eux-mêmes en fait qu'ils ont, par exemple, fait le démontage de minarat de la mosquée Omeyyade. C'est eux qui ont transporté les objets qui se trouvaient dans la maison de Consul Boka et d'autres travaux pour protection des mihrabs. Et là, c'est les gens en fait qui sont actifs et qui sont sur place en ce moment, alors que Adiat, malheureusement, on n'a pas eu des contacts. Et
Donc peut-être à cause de l'Internet ou que nous n'avons pas des contacts immédiats. Et je ne sais pas s'ils sont sur place et au cœur de la vieille ville. Et je ne sais pas s'ils font quelque chose ou non. Mais de toute façon, là, l'équipe d'Alep, en fait, elle est très active. Ils ont réalisé plusieurs projets et c'est des gens vraiment courageux. Ils mettent leur vie en danger. Là, lors de démontage des minarets, une des personnes en fait a été blessée en main par un sniper. Donc ils continuent à sauver ce qu'ils peuvent dans la vieille ville. Encore une question? Oui, il y en a beaucoup. Oui, s'il vous plaît, vos sources, en fait, sur place, sont des employés, par exemple, de la direction de l'archéologie syrienne, ou c'est quoi vos sources? Sont des personnes dans l'archéologie là-bas ou des personnes, en fait, des habitants? Dans certaines régions, il y a des archéologues, dans d'autres, ce sont des activistes, des amis et des journalistes. Parfois, on trouve des nouvelles sur les réseaux sociaux et en ce moment-là, on fait des contacts avec des coordinations pour avoir plus de détails, des informations, de la documentation et ça se passe de cette façon. Donc il y a des archéologues, mais il y a aussi des journalistes et des activistes. Ouais. Oui. Oui, bonjour. En fait, je veux simplement attirer l'attention de la série d'avant et la série d'après. Car la série d'avant, avec ce régime, elle n'a jamais été protecteur de patrimoine. Donc, dans son histoire, il y a des trafics organisés par l'autorité qui existait. Donc, on va parler de Rafat el-Assad, on va parler des activités de Mustafa Plas, etc., sans parler aussi de tout ce qui est maladroit, de ce qui est passé dans le vallée de l'Euphrate et le vallée bien sûr au-delà de Tabqa, etc., et sans parler de comportement de certains qui se trouvaient dans les directions des antiquités, qui venaient contrôler et harceler les missions archéologiques sur le fait que s'ils n'obéissent pas à telles conditions, ils ne seront pas renouvelés. En tout cas, je dirais que l'intérêt du patrimoine syrien comme patrimoine de l'humanité, qui concerne tout le monde, ne concerne pas les Syriens seulement, il était toujours en danger avec ces régimes. Bien sûr. Merci. Et simplement, pour ajouter quelque chose, mais que nous pourrons aborder peut-être à la fin des 4 interventions, bien entendu, derrière les destructions dans les espaces urbains ou villageois, se cachent des destructions importantes d'un patrimoine immatériel, de métiers, de traditions. Donc ça, nous aurons peut-être l'occasion de l'aborder en fin de session, si vous voulez bien. J'aurai un invité particulier à cet égard. Mais je crois que c'est important de le mentionner dès maintenant. Et c'est très difficile à quantifier, très difficile à ajouter à ce panorama déjà terrifiant. Mais c'est le vivant. C'est le vivant et donc c'est quelque chose de fondamental. Nous allons, merci beaucoup, cher Moussa Ali, encore pour ce travail accompli depuis 2 ans.